Bonjour à tous, bienvenue au webcast Oracle pour lequel nous allons échanger avec vous sur comment envisager le futur de votre data warehouse avec le big data. Donc je suis Olivia Faucheux et je m'occupe du développement des ventes big data chez Oracle France et je suis accompagnée de Patrick. Oui, bonjour. Donc Patrick Millard, moi je suis consultant avant-vente sur Big Data, donc j'interviens sur ces sujets-là depuis 2012 et donc je vais vous présenter aujourd'hui la vision sur le Data Warehouse avec du Big Data et on va entrer dans les détails dans les slides suivants. Alors avant de commencer, quelques chiffres intéressants que je vous propose d'étudier ensemble sur une étude du Wall Street Journal Studio. En fait, il ressort de cette étude sur les entreprises et notamment l'utilisation de leur data warehouse que ces data warehouse voient un accroissement du volume des données ces 2 dernières années et c'est vrai que vous avez tous entendu parler de ces chiffres où 90% des données ont été créées au cours des 2 dernières années. Il y a également un chiffre intéressant qui est que 81% des entreprises prévoient d'étendre les équipes analytiques pour prendre en compte les nouvelles données qui arrivent et qui sont aujourd'hui à votre disposition et qui peuvent compléter les analyses que vous avez déjà mis en place. Et enfin, le dernier chiffre intéressant, c'est que 98% des entreprises estiment perdre du revenu en raison d'un manque d'effet de levier sur l'information dont elles disposent. Donc, effectivement, on voit ici, on a 3 grands challenges face aux entreprises aujourd'hui qui sont de combiner encore plus de données avec l'analytique, d'intégrer l'analytique dans vos applications métiers pour répondre aux 3 problèmes qu'on a vus précédemment, et surtout de faire mieux, plus rapidement et à moindre coût. Donc on voit qu'on est aujourd'hui sur un marché qui est en train de changer, notamment sur la partie data warehouse, un marché qui change et qui évolue. Et le Gartner a souligné cette évolution par l'utilisation d'une nouvelle terminologie, et le Gartner parle de Logical Data Warehouse. Et dans ces analyses, on voit justement des nouveaux acteurs sur ce monde du Logical Data Warehouse, avec des nouveaux acteurs du monde du Big Data, et là je parle des acteurs du monde Hadoop et NoSQL, mais aussi des acteurs historiques comme Oracle qui complètent et qui intègrent complètement ces technologies dans leur stratégie. Et donc c'est le cas d'Oracle, puisque c'est ce qu'on va vous illustrer aujourd'hui. Et ce qui est intéressant de souligner, c'est que le Gartner nous positionne comme un leader sur ce nouveau marché. Donc si on fait un zoom sur, d'un point de vue architecture macroscopique, on voit ici à droite le data warehouse traditionnel que l'on peut coupler à un data lake pour accueillir ces nouvelles données dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est des données non structurées ou semi-structurées que l'on peut intégrer en batch ou en temps réel, ou encore sur le déclenchement d'un événement, par exemple une personne qui est géolocalisée grâce à son téléphone portable, qui arrive dans une zone géographique intéressante. Ça peut faire l'objet d'un déclenchement d'un événement. Et en bas de cette diapositive, vous avez la partie qui permet d'apporter de l'innovation aux modèles économiques sur lesquels les clients travaillent et que l'on détaillera plus tard dans la présentation. Donc on a le data warehouse traditionnel qui couvre toute la partie droite de cette diapositive que je vous ai montrée. Et le data warehouse logique dont parle le Gartner va intégrer à la fois ce data warehouse historique, puisque vous avez dans vos data warehouse un patrimoine de données intéressant à réutiliser, mais que vous allez pouvoir compléter dans cette vue logique du data warehouse avec le data lake qui va vous permettre donc de travailler sur une évolution de ce data warehouse. Donc ce qui est intéressant ici, c'est disposer au travers ce data warehouse logique d'un accès avec n'importe quel type de langage, puisqu'avec ces nouvelles technologies du big data, on a vu l'arrivée de nouveaux langages, d'analyser n'importe quel type de données, vos données existantes, complétées de ces nouveaux types de données, qui proviennent éventuellement de n'importe quelle source de données, puisqu'on va pouvoir utiliser des données qui proviennent de capteurs, des données qui proviennent des réseaux sociaux, par exemple. Donc, si on continue cette exploration,
on a ce data warehouse historique, votre patrimoine de données existant, qu'on va compléter justement de ces nouvelles technologies Hadoop et NoSQL. Mais ce qui est intéressant avec Oracle, c'est que nous, on vous propose cette vision unifiée du data warehouse logique et surtout d'utiliser les accès au travers n'importe quel langage, comme on l'a vu sur la diapositive précédente. Mais là où c'est intéressant, c'est de pouvoir aussi réutiliser vos compétences, et notamment vos compétences SQL, pour pouvoir accéder à tous ces types de données. Alors Patrick, tu peux nous expliquer comment ça se passe concrètement? Oui, alors je vais juste compléter un petit peu le slide précédent. Hein. Ce qui est important de retenir, c'est sur la partie stockage, c'est de retenir en fait le stockage qui est le plus efficace par rapport à vos besoins. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et ensuite, une fois qu'on a ce stockage-là, c'est se poser la question de savoir comment on va pouvoir accéder à ce stockage de façon la plus efficace possible. Donc, si on revient sur la partie stratégie de stockage, donc vous connaissez bien le data management historique, qui est de dire je vais tout mettre dans mon data warehouse et exécuter des requêtes SQL dessus pour effectuer des rapports, pour avoir des KPI, pour avoir des dashboards, ce genre de choses. Comme on a des nouvelles technologies et avec des nouveaux langages, ça peut être un peu compliqué de faire la même chose quand on a mis nos données disséminées dans des stockages qui sont optimisés pour être requêtés par énormément de personnes, des stockages qui sont optimisés pour faire des batchs lourds qui doivent parcourir énormément de données, et le stockage traditionnel. Et donc pour simplifier tout ça, effectivement, la vision d'Oracle, c'est de dire que le langage SQL est un langage qui a une maturité de plus de 40 ans, qui va vous permettre de continuer à interroger de la même façon, mais sur des stockages qui sont différents. Et Oracle, ces dernières années, a fait évoluer en fait ce paradigme en disant je n'ai plus besoin de tout faire rentrer dans ma base de données pour pouvoir l'analyser, mais la base de données elle-même va pouvoir aller lire des informations qui sont disséminées dans des stockages différents, dans des technologies différentes, pour être capable d'avoir une vision unifiée de la donnée. Alors chez nous, en fait, on a plusieurs technologies qui répondent à ce besoin-là, et celle qu'on va vous présenter aujourd'hui s'appelle la Big Data SQL. Donc je vais vous la détailler dans les slides suivants pour bien comprendre comment ça fonctionne et ce qu'on peut faire avec. Donc Big Data SQL, c'est une solution unifiée de langage. Donc, au travers de la base de données, vous avez aujourd'hui un moteur relationnel et un moteur SQL qui va vous permettre de lancer vos requêtes habituelles, celles que vous utilisez pour créer des rapports, quels que soient vos outils de reporting. Donc ce langage est assez puissant et permet effectivement d'interroger les données de façon assez complète, des données, des calculs simples, des calculs analytiques assez complexes. Et donc tout ça, on peut l'utiliser. Et la question qu'on s'est posée, c'est comment pouvoir utiliser ce même langage sur des données qu'on aurait stockées dans Hadoop. Et pour en simplifier cette interrogation, le paradigme qu'on s'est posé, c'est surtout ne pas avoir à systématiquement devoir importer la donnée dans la base pour pouvoir le faire. Donc on a déporté une partie de ce travail-là directement de le stockage. Donc c'est des questions qu'on avait commencé à adresser avec des technologies comme Exadata, où on a commencé à dire et si le stockage pouvait faire une partie du travail, ce serait intéressant pour décharger en fait ce travail au niveau de la base de données. Et on a fait donc la même chose, on a repris ce principe-là et on l'a implémenté sur des technologies comme NoSQL, comme Hadoop. Ce qui nous permet de bénéficier des avantages de ces technologies. Quand on parle d'Hadoop, on parle très souvent de calculs massivement parallèles pour pouvoir justement faire des calculs complexes sur une très grosse quantité de données. On sait le faire en base de données, mais ça peut nous coûter un peu plus cher, donc du coup, pourquoi ne pas lancer ce calcul-là sur une technologie comme Hadoop? Et donc, bien entendu, quand on se pose ces questions-là, on dit mais on ne veut pas tout mettre dans Hadoop non plus, donc pouvoir faire communiquer les informations qui sont dans la base de données avec les informations qui sont à l'extérieur, comme dans Hadoop, c'est le challenge qu'on relève avec Big Data SQL. Et dernier point, mais très important, c'est que finalement, la base de données, en termes de sécurité
est capable de sécuriser l'accès en fonction des populations, en fonction des rôles qu'on a attribués à des personnes. Et toutes ces sécurités qu'on a implémentées depuis des années au niveau de la base de données, eh ben, on peut les appliquer sur des données qui sont stockées à l'extérieur. Donc l'idée de ces différents stockages, donc outre des cas d'usage qui peuvent être un peu différents, donc un peu comme l'a précisé Olivia précédemment, c'est de pouvoir faire de l'innovation avec des nouveaux langages. Et on est aussi dans la partie, et c'est un cas d'usage qui est fréquemment mis en œuvre chez nos clients, c'est comment je peux implémenter de la gestion du cycle de vie de ma donnée. Et c'est vrai que côté technologie, Oracle, on travaille énormément sur à quel endroit je dois placer la donnée pour qu'elle soit la plus efficace en termes de coût et par rapport à son utilisation. Donc les données les plus chaudes, les plus fréquemment utilisées, on a tendance à vouloir les mettre en mémoire, bien entendu. Donc là, on voit sur ce petit graphique qu'on a différentes zones de mémoire qui vont de la mémoire vive, qui sont implémentées dans les serveurs base de données, mais jusqu'à des mémoires flash, puis disques. Et ce qui est intéressant, c'est dans ce cycle de vie de la donnée, on a été jusqu'à dire les données les plus froides, on peut aussi les faire sortir de la base de données pour les mettre dans Hadoop, par exemple, qui est un stockage qui sera moins coûteux, mais encore une fois, par contre, je peux toujours y accéder. Et ça, c'est important. Donc, ça nous permet d'avoir la possibilité de déplacer la donnée en fonction de la chaleur de la donnée vers le stockage le plus approprié pour avoir une efficacité opérationnelle sur gestion de cycle de la donnée. Bien entendu, on essaye d'automatiser un maximum ces opérations. Donc, on a mis en place des mécanismes qui permettent d'automatiser le déplacement de ces données par rapport au cycle de vie. Et donc, on essaie de penser à la façon dont gérer ce déplacement d'un point de vue administration de la donnée. Voilà, donc l'idée, bien entendu, c'est, par exemple, un des cas d'usage, c'est on a une base qui permet de faire des décisionnels sur des données qu'on peut avoir découpées sur une base de temps, avec les données les plus chaudes qu'on continue à conserver et sur lesquelles on a des rapports qui sont sur des données récentes, l'année en cours par exemple, et les données les plus anciennes qu'on va pouvoir déplacer et archiver dans Hadoop. Et ça nous permet en fait de conserver une taille de base de données efficace et avec des données qui sont toujours accessibles pour pouvoir exécuter des rapports qui sont des rapports légaux, des anciens rapports dont on a besoin, qui sont nécessaires, et on peut le faire à un coût très avantageux. Donc techniquement, comment ça fonctionne? Donc si je reviens un petit peu sur la solution qu'on appelle Big Data SQL chez nous, c'est la possibilité d'aller prendre une partition, par exemple, ou une table, bien entendu, de déplacer cette partition sur le cluster Hadoop. Voilà, donc je vais la déplacer et je vais la transformer en fait finalement en fichier Hadoop. Mais par contre, grâce à Big Data SQL, je vais pouvoir continuer à accéder à ces partitions. Et avec des performances qui sont très intéressantes. Pourquoi? Parce que Hadoop est massivement parallèle. Pourquoi? Parce qu'on a également mis en place des mécanismes hérités du monde Exadata qui permettent d'aller exécuter une partie du traitement. Par exemple, si j'ai des filtres particuliers à faire, je vais pouvoir appliquer ces filtres avec des processus qui tournent sur Hadoop. Et Hadoop ne va me remonter à la base de données que les informations pertinentes. Donc ça nous permet d'avoir très peu de déplacement de données et d'être capable d'adresser en fait tous les jeux de données, donc de l'année en cours qu'on va pouvoir stocker dans la base et les années antérieures qu'on va pouvoir mettre dans Hadoop. C'est un cas d'usage qu'on utilise fréquemment chez nos clients. Donc Big Data SQL, c'est une solution qui évolue et on continue à apporter beaucoup d'innovations sur ce genre de technologie. Par exemple, de ne pas avoir à convertir des blocs Oracle en données dans Hadoop, ça fait partie d'une demande de nos clients pour avoir une automatisation possible la plus efficace. Donc là, dans les versions qui arrivent fin d'année, on va même être capable de déplacer un table space complet d'une database vers un cluster Hadoop et d'être capable toujours de l'interroger depuis la database.
Donc encore une fois, toujours dans un souci d'automatisation, de simplification du mouvement de la donnée, on va pouvoir archiver nos données et les avoir accès en lecture sans transformation, directement en déplaçant un tablespace depuis la base vers Hadoop. Donc le tablespace n'a plus à être backupé dans la sauvegarde de votre base de données, mais va pouvoir être géré comme un tablespace qu'on va considérer comme read-only. Et bien entendu, sur ce tablespace, on va pouvoir mettre en place toutes les optimisations possibles qu'on a décrites. Voilà. Un autre cas d'usage intéressant, c'est de faire de l'ETL, donc faire de la transformation de la donnée. On s'est rendu compte dans nos différents cas d'usage sur lesquels on a travaillé que quand on a besoin de charger des données dans la base de données, le travail de transformation et de déplacement d'une donnée d'un environnement vers un autre était assez conséquent et prenait un temps assez lourd sur les chaînes batch de nuit, par exemple. Donc là, l'idée, c'était de dire, on a une nouvelle technologie qui s'appelle Hadoop, qui a une capacité de traitement qui est très conséquente, beaucoup de cœurs d'exécution. La donnée se trouve au même endroit que les cellules de calcul. Et donc, la capacité de faire des transformations sur Hadoop permet d'avoir des gains de temps sur des chaînes ETL de batch qui sont assez importantes avant de pouvoir réintégrer, si on a envie, la donnée dans le data warehouse. Et en fait, quand on voit ça, on se rend compte qu'on commence à avoir beaucoup de possibilités. Soit la donnée, je vais la laisser sur Hadoop et je peux faire du Big Data SQL, soit la donnée, je veux quand même la transformer et la charger dans la base de données, mais même pour ces opérations-là, le fait de pouvoir faire ces transformations sur Hadoop permet de le faire de façon très rapide. Merci Patrick pour ces explications. C'est vraiment intéressant parce qu'on permet de valoriser le patrimoine existant des données et compléter avec des nouvelles données qu'on irait chercher à l'extérieur sur des sites en open data par exemple. Donc c'est intéressant de pouvoir vous fournir une plateforme complète pour gérer ces données. Finalement, si on regarde la plateforme complète qu'on vous propose chez Oracle, on a une plateforme qui est disponible sous différents modes de déploiement et on y reviendra plus tard dans la présentation. Ce qui est intéressant, c'est que cette plateforme, elle vous permet de collecter la donnée. Donc, vous pouvez la collecter en temps réel, en batch ou sur de l'événement, comme on l'a dit tout à l'heure, d'organiser cette donnée. C'est la partie manage, là, qu'on voit sur cette diapositive et qui permet d'organiser la donnée, de la stocker en utilisant la bonne technologie, ce pour quoi elle est faite, donc la base relationnelle, le cluster Hadoop ou la base NoSQL database d'Oracle, pour arriver après sur la phase la plus intéressante pour les métiers, qui est la partie analyse. Ce qui est intéressant avec cette technologie Big Data, l'avènement du Big Data, c'est cette capacité à avoir une étape complémentaire, qui est l'expérimentation, que l'on voyait tout à l'heure sur la diapositive, qui permet notamment d'aller gérer l'innovation, travailler sur des nouveaux modèles économiques et créer des projets à valeur ajoutée grâce à ces nouvelles données. Donc si on revient sur le schéma d'architecture macroscopique, on va faire un zoom sur cette partie innovation, la partie Discovery Lab, Analytics Lab ou Data Lab, qui va nous permettre de travailler sur ces nouveaux modèles. Et donc là, on est sur une logique de data warehouse qui est complètement indépendant du contexte, qui va nous permettre justement de fouiller sur ces données, d'analyser ces données. Patrick, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il y a dans cette partie Analytics Lab? Oui, tout à fait. Donc, encore une fois, on a plusieurs technologies et plusieurs outils pour faire de l'analytique. Donc là, on s'adresse essentiellement à ce qu'on appelle des data scientists, donc des statisticiens qui vont pouvoir travailler la donnée différemment. Donc bien entendu, comme je l'ai cité précédemment, le SQL reste un outil très intéressant donc pour faire des rapports décisionnels, mais également pour faire de l'analytique. Dans la base de données, typiquement, on a beaucoup de fonctions qui nous permettent de faire des opérations assez complexes directement en SQL.
Mais ce n'est pas le seul langage utilisé. On se rend compte, quand on veut faire de l'innovation, qu'on veut adresser différents types d'opérations, qu'il y a beaucoup d'autres langages qui sont intéressants. Ce qui est intéressant d'ailleurs chez Oracle, c'est qu'on considère que ces langages peuvent être exécutés indifféremment selon le stockage, comme toujours. Par exemple, depuis la version 11 d'Oracle, il est possible de faire du R, d'exécuter des process R depuis la base de données. Et en fait, dans notre stratégie, c'est l'idée de dire la donnée, on décide là où elle est plus efficace pour faire de l'analytique. Donc, si je décide de mettre ma donnée dans Hadoop, je veux pouvoir exécuter du R sur Hadoop. Et donc, Oracle travaille beaucoup sur l'intégration de ce type de langage sur les différentes technologies existantes. Donc, ça veut dire que vous êtes capable d'exécuter du R sur la base de données, si vos données sont déjà dans la base de données. Vous êtes capable d'exécuter du R sur le cluster Hadoop, si vous êtes sur un cluster Hadoop. Et bien entendu, vous allez pouvoir le faire avec des déplacements de données, avec des jointures si nécessaire. Vous pouvez même mixer des langages avec une partie que vous allez faire en SQL pour la préparer, et ensuite analytique que vous allez pouvoir faire avec ces outils. Donc c'est des outils qui sont très complets. Si on a choisi de faire une intégration de R, c'est qu'on s'est rendu compte dans les années précédentes que c'est un langage d'ailleurs qui est de plus en plus utilisé. Beaucoup de personnes qui entrent dans le marché du travail ont des compétences sur R et veulent pouvoir adresser leurs requêtes en utilisant les connaissances qu'ils ont pu apprendre lors de leur formation, par exemple. Chez Oracle, toujours pareil, on a depuis longtemps dans la base de données des solutions comme du spatial et du graph, donc pour faire des analyses de type géospatial, de type graph property, donc des corrélations, des relations entre des humains par exemple, ou entre des opérations. C'est des choses qui existent depuis longtemps dans la base de données. Encore une fois, ces technologies, on les porte et on veut les porter sur l'écosystème ouvert comme Hadoop, où on réimplémente en fait des possibilités d'avoir des cas d'usage complémentaires basés sur des informations qu'on n'a pas forcément pour vocation à mettre dans la base de données. Encore une fois, on sait le faire, mais on a considéré que c'était plus efficace de ne pas avoir à systématiquement devoir tout mettre dans la base de données pour pouvoir faire cette analyse. On veut pouvoir faire l'analyse là où se trouve la donnée et non pas avoir toujours comme besoin préalable de devoir importer la donnée qui nécessiterait d'avoir un ETL. On sait le faire, on peut le faire de façon efficace, mais on peut aussi décider de faire nos laboratoires, nos innovations dans un environnement qui serait dédié, un environnement qui n'est pas un environnement de production sur lequel on a tous nos rapports qui tournent en même temps avec des ressources à partager. Ça, c'est important parce qu'on se rend compte qu'en termes d'activité, on veut pouvoir aussi dissocier la partie innovation de la partie exécution, c'est-à-dire comment je peux faire pour améliorer mes processus. Je vais travailler dans mon laboratoire d'innovation, puis une fois que ces processus, je suis capable de les améliorer en utilisant des indicateurs complémentaires, des informations que je vais pouvoir avoir récupérées d'autres systèmes de production que j'ai chez moi, d'autres systèmes qui sont de l'open data, qui viennent du monde ouvert, qui viennent des réseaux sociaux aussi. On peut aussi enrichir des informations, des connaissances clients en s'appuyant sur ce type de technologie. Et là, encore une fois, on se rend compte que ça, on veut le faire sur les technologies qui sont pas forcément utilisées aujourd'hui sur la production pour pouvoir faire nos laboratoires. Et ensuite, les remettre dans le processus complet. Donc ça, c'est des outils qui sont très avancés, utilisés par les statisticiens. Mais ce qu'on veut pouvoir faire, c'est aussi d'aider ces populations en préparant la donnée et en permettant à plus de personnes de pouvoir travailler sur ces innovations en termes de projets. Donc Olivia, je crois qu'il y a d'autres outils qui permettent de faire ça et je te rends la main pour pouvoir présenter ce qu'il est possible de faire en complément d'un travail qui serait fait par un statisticien, donc pour lui permettre d'être plus efficace sur la partie analytique pure, statisticienne, qui est son cœur de métier. Oui, merci Patrick. Effectivement, le statisticien, quand il est face à des données qui lui ont été collectées dans un cluster Hadoop, il peut se demander par quel bout commencer, parce que
c'est par définition, hein, le data lake, si on reprend l'image du data warehouse où les données sont bien rangées, par opposition, le data lake, les données sont dans un format brut, pas forcément bien rangé, donc par où commencer? Ce qu'on souhaite fournir à ces data scientists, mais aussi à des ce qu'on appelle les data citizen scientists, qui sont en fait des utilisateurs métiers assez avertis sur les données, qui ont quelques intuitions sur les données qu'ils ont à disposition, qui peuvent aller croiser en allant chercher par eux-mêmes des informations sur des sites en open data pour aller croiser des données avec des informations de démographie par exemple. Eh bien, il faut pouvoir leur fournir un outil pour aller naviguer, faire des recherches, explorer, faire des corrélations par eux-mêmes, tout ça au travers d'une interface utilisateur qui soit simple et intuitive. C'est l'objet de cette solution d'Oracle qui s'appelle Oracle Big Data Discovery et qui permet en fait de disposer de différents outils au sein de cet atelier. Hein. On est dans un mode de Discovery Lab où je vais pouvoir, moi, en tant qu'utilisateur métier ou data scientist, aller naviguer dans les sets de données. Donc, je peux aller naviguer dans le set de données des clients ou dans le set de données de déclaration qui auraient été remontées, par exemple. Dans la phase d'exploration, je vais pouvoir aller consulter les différents attributs qui constituent ce set de données. Et là, je vais avoir des premières informations sur la qualité des données. Vous voyez peut-être pas, l'écran est peut-être pas assez gros, mais sur cette partie à droite en haut, vous avez en fait les différents attributs qui sont représentés et vous avez une petite barre sous chaque attribut qui est plus ou moins bleue ou qui a une zone noire plus ou moins importante qui va en fait nous renseigner sur l'instanciation de cet attribut. Donc plus la barre noire sera grande, moins j'aurai de valeur sur cet attribut et donc il est peut-être pas évident de considérer cet attribut-là dans une analyse au détriment d'un autre attribut qui serait bien plus valorisé. Ensuite, comme je suis un utilisateur qui est quand même un peu averti sur les données, hein, qui va faire une recherche d'innovation, de corrélation, d'analyse approfondie de ces données, j'ai à ma disposition la zone de transformation que vous voyez en bas à droite de l'écran. Là, c'est vraiment fournir à l'utilisateur métier ou au data scientist un accès à la transformation des données et utiliser des transformations qui peuvent être assez simples, mais des transformations qui peuvent aussi être assez simples et performantes pour vous fournir sur un champ de type texte une analyse qui vous permet d'extraire de la donnée, de mettre en évidence les mots les plus saillants dans des commentaires, ou bien pour faire de l'analyse de sentiments sur ces champs de type texte. Et enfin, la partie finalement la plus intéressante, après avoir fouillé, exploré ces données, c'est toute la phase de découverte que vous avez en bas à gauche de l'écran, dans lequel vous avez la corrélation de vos attributs. Donc vous allez, dans cette phase-là, prendre les attributs les uns après les autres, les corréler, rajouter des champs dans ces corrélations, les supprimer et fouiller et explorer, faire la découverte de ces données. Ce qui est intéressant, c'est que c'est l'outil qui va par lui-même vous fournir le visuel qui correspond à la meilleure analyse qu'il peut vous proposer de cette découverte. Donc il va vous proposer en fait une représentation graphique sous forme de camembert ou sous forme de bubble graph pour vous mettre le visuel qui est le plus adéquat par rapport à l'analyse que vous êtes en train de faire. Vous pouvez faire des clichés de cette analyse pour partager à un instant T une découverte ou au contraire constituer un tableau de bord que vous allez partager avec d'autres utilisateurs parce que ces découvertes sont intéressantes et vous souhaitez les partager avec votre équipe. Et enfin, vous avez la possibilité en mode self-service de rajouter vos propres fichiers. Vous avez peut-être en tant qu'utilisateur métier un fichier Excel intéressant que vous souhaitez croiser à ces données du cluster. Vous allez pouvoir les charger en self-service ou bien vous avez été récupéré sur un site d'open data un jeu de données démographiques que vous souhaitez ajouter à votre analyse. Vous allez pouvoir le faire en mode self-service et ensuite partager ces informations avec vos collaborateurs. Je compléterai, hein, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est on peut aussi faire toute une partie du travail qui peut faire gagner du temps au statisticien qui va par exemple vouloir faire du R, c'est préparer des données
pour que l'algorithme qu'on veut exécuter sur ces données soit tout de suite efficace. Donc c'est un peu de nettoyage de données. C'est un peu la vocation, le but de la transformation. Si je veux faire des regroupements, si je veux rajouter des colonnes, si je veux avoir une information qui m'est utile pour mon algorithme, je peux facilement le faire avec cet outil-là et repasser la main au statisticien. Là où le statisticien aurait passé beaucoup de temps à faire ce travail-là pour préparer son jeu de données, ben là, il peut se focaliser sur les différents algorithmes et le choix d'algorithmie qu'il va pouvoir mettre en œuvre pour faire son analyse. Donc, pour moi, c'est un outil qui est assez convivial, complet, qui permet de faire discuter des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de discuter ensemble. Comment je fais dialoguer mon statisticien avec une personne métier? Et ça, ce genre d'outil est vraiment très bien pour ça. Parce que le statisticien fait ce travail-là par attribut, de regarder la qualité de la donnée, est-ce que l'attribut il peut l'utiliser ou non. Cet outil permet de faire communiquer ces personnes entre elles pour avoir un résultat beaucoup plus efficace et plus rapide. Merci beaucoup Patrick pour ces compléments. C'est effectivement intéressant de le souligner. Tout à l'heure, on a parlé un peu du déploiement de cette solution et ce qu'on souhaitait vous expliquer ici, c'était les différents types de déploiements qui s'offrent à vous avec cette plateforme Big Data d'Oracle, une plateforme donc qui vous permet de déployer et d'utiliser de manière modulaire ces différentes solutions qu'on vient de vous exposer. Donc vous pouvez l'utiliser soit dans votre data center, et à ce moment-là, Oracle vous propose, pour gagner du temps sur la mise en place d'un cluster Hadoop, une solution qui s'appelle Big Data Appliance, qui est un Engineered System Oracle. Si vous êtes familier du monde Oracle, vous connaissez probablement l'Exadata Database Machine. Et bien là, le concept est identique. Vous avez une machine prête à l'emploi, avec un cluster prêt à l'emploi, et ce cluster, ce sont la solution de notre partenaire Cloudera pour le déploiement d'un cluster Hadoop prêt à l'emploi avec différentes typologies de configuration en fonction du stockage et de la puissance dont vous avez besoin. On vous propose cette même solution en PaaS, donc dans le cloud public d'Oracle, pour pouvoir faire du test and learn et démarrer un projet Big Data sur un jeu de données et tout un ensemble de solutions logicielles prêtes à l'emploi pour démarrer vos tests et tester ces solutions. Bien évidemment, vous avez aussi la possibilité de déployer votre cluster dans le IaaS Oracle, toujours dans le public cloud. Et enfin, en fin d'année calendaire, nous annoncerons la sortie d'une Big Data Machine qui sera en mode souscription, donc un cloud public, mais dans votre data center. C'est ce qu'on appelle le cloud at customer. Donc, différents modes de déploiement qui s'offrent à vous, qui vous offrent une flexibilité et une agilité pour démarrer rapidement un projet Big Data avec Oracle. Ce que je souhaite souligner sur cette diapositive, c'est effectivement, vous avez vu dans les différentes solutions qu'on vous présente, on a parlé d'intégration de données en temps réel ou en batch. Et donc là, Oracle vous propose des solutions qui sont en fait des solutions historiques qu'on utilisait sur la base de données relationnelles Oracle et qui ont été étendues pour prendre en compte des clusters Hadoop. Quand je parle de l'extension sur des clusters Hadoop au niveau des offres logicielles, ce qui est intéressant de noter, c'est que là, on est complètement ouvert au niveau des distributions Hadoop du marché et que si votre cluster existe déjà chez vous, que vous avez déjà fait un choix d'un cluster déployé sur du community hardware, eh bien, toutes ces solutions logicielles qu'on vous propose tournent avec ces logiciels à la fois sur ces clusters, qui soient Cloudera, Hortonworks ou Cloudera, bien sûr, sur une Big Data Appliance. Donc, vous voyez une solution aussi qui vous est proposée dans un monde complètement ouvert. On a parlé du langage R, on a parlé de Cloudera. Si vous faites le choix d'une Big Data Appliance sur Cloudera, vous bénéficiez de l'ensemble des logiciels déjà proposés par Cloudera sur ce cluster. On vous offre également des solutions de sécurité. Et là, vous allez retrouver tous les mécanismes de sécurité que l'on a historiquement mis en œuvre sur les engineered systems, qui sont également existants au niveau de la Big Data Appliance. Et ce qui est intéressant aussi
dans ce que Patrick vous a présenté, Big Data SQL, c'est qu'en utilisant cette solution, vous bénéficiez des mécanismes de sécurité qui ont été mis en place au niveau de la base relationnelle Oracle. Si vous avez mis en place de l'anonymisation des données ou des virtuels privés de database, eh bien, les accès unifiés aux données bénéficieront de ces fonctionnalités positionnées au niveau de la base Oracle. Et enfin, vous avez vu un choix assez important qui vous est proposé par Oracle et qui vous permet en fait de démarrer librement votre projet. Vous pouvez démarrer le projet sous un angle infrastructure, et là on va plutôt parler de la Big Data Appliance Oracle, des outils pour intégrer les données. Vous pouvez aussi démarrer le projet plus sous un angle analytique et vous poser la question d'utiliser le langage R ou d'utiliser un outil plus end-user comme Big Data Discovery. Donc, ce choix de démarrage de votre projet qui vous permet de compléter les briques en fonction des choix que vous avez éventuellement déjà faits et de progresser dans l'industrialisation de votre projet. Parce que ce qu'on souhaite souligner aussi, c'est que grâce à ces solutions, vous avez une capacité à industrialiser vos projets. Et je vais d'ailleurs l'illustrer par quelques exemples. Le premier exemple que je souhaite partager avec vous, c'est Randstad, qui a communiqué en septembre 2015 sur ce projet d'innovation dans le monde de l'emploi. Donc, Randstad a travaillé sur une solution Big Data d'aide à la décision avec notre partenaire Capgemini. Et l'idée là est de pouvoir fournir différentes solutions. Alors, bien évidemment, pour les candidats, là, on a un cas d'usage qui est assez intéressant, qui est comment avoir un meilleur matching des offres et des demandes d'emploi. Et Randstad a travaillé sur la notion de compétences, et notamment les compétences qui sont transférables d'un métier à un autre, pour pouvoir proposer encore plus d'offres à un candidat et pouvoir proposer des métiers auxquels un candidat n'aurait pas pensé, ne se serait pas projeté, alors que ces compétences sont complètement transférables sur un autre métier. En utilisant finalement en complétant le patrimoine de données dont disposait Randstad, puisque bien évidemment, comme vous tous, Randstad avait déjà un data warehouse avec un ensemble de données sur les CV, sur des compétences, et en allant chercher d'autres informations à l'extérieur, et notamment des informations de démographie, des informations sur des cursus de formation, des informations sur d'autres sites d'offres d'emploi, et là je pense à des sites comme Monster ou LinkedIn, eh bien Randstad peut proposer à des entreprises qui cherchent un endroit géographique pour s'implanter, quel est le meilleur endroit géographique pour cette entreprise. Parce qu'en fait, en connaissant les compétences qui sont nécessaires, par exemple pour la création d'un entrepôt, Randstad est capable de définir où se trouvent ces compétences et également capable de prédire, par rapport à des cursus de formation, où on trouvera des compétences d'ici 12 ou 18 mois parce qu'ils ont la connaissance, ils ont été chercher ces données qu'ils ont déployées dans le data lake pour aller pouvoir proposer en mode prédictif des lieux géographiques où ils pourront fournir des compétences en particulier. Et si on étend ce mécanisme d'analyse de données qui sont déployés dans le data lake sur lequel on va pouvoir faire des analyses et faire du prédictif, eh bien Randstad est aussi capable de proposer aux organismes publics privés une adéquation et une analyse sur les différentes formations intéressantes ou les formations qui sont à proposer dans des lieux géographiques où certaines typologies de formation pourraient venir à manquer. Donc un exemple intéressant qui mixe à la fois ce data warehouse historique, ce logical data warehouse dont on a parlé en introduction, qui permet, en ayant ce data lake, ce réservoir qui a été là, en l'occurrence chez Randstad, déployé dans une Big Data Appliance, a permis d'aller ajouter d'autres informations, des informations de démographie, des informations d'autres sites comme LinkedIn et Monster et des données en open data pour pouvoir fournir une solution Big Data d'aide à la décision qui crée de l'innovation sur le marché de l'emploi. Un autre exemple dans un domaine qui n'a rien à voir, mais qui est intéressant,
on va parler de connaissances clients. Et là, on est dans le monde du jeu, avec la société Wargaming, qui est la société qui édite le jeu World of Tanks. Donc, si, comme moi, vous avez des enfants adolescents qui jouent à ce jeu, vous êtes au courant qu'il s'agit d'une plateforme de jeu gratuite. En fait, vous pouvez accéder à cette plateforme gratuitement. Mais par contre, vous avez des options d'achat. Et ces options d'achat, il faut pouvoir la pousser au joueur au bon moment, quand il va vraiment rencontrer une difficulté et que cette option fera vraiment du sens pour lui. Donc Wargaming a travaillé sur la connaissance client. Wargaming avait également un data warehouse existant avec une première notion de profiling d'utilisateur. Mais pour pouvoir pousser la bonne option d'achat au bon joueur au bon moment, il faut avoir une connaissance client qui est plus fine. Et si elle est plus fine, ça veut dire qu'il va falloir traquer la progression du joueur sur la plateforme. Donc il faut traquer la progression du joueur dès son inscription dans le jeu. Et quand vous souhaitez aller sur cette plateforme, eh bien vous démarrez par un tutoriel. Et là, dès cette analyse du tutoriel, on va analyser comment se comporte le joueur, comment il progresse dans le tutoriel, qui est un indicateur intéressant pour Wargaming parce que sur une console Xbox One sur le jeu World of Tanks, vous avez 5 étapes dans le tutoriel. Si vous passez les 5 étapes, vous avez 40% de chance d'être un joueur long terme, alors que si vous n'en passez que 2, vous avez 25% d'être un joueur long terme. Donc il faut favoriser déjà ces étapes-là. Et ensuite, en analysant la progression du joueur dans le jeu, eh bien, lorsqu'on va se rendre compte que vous êtes sur le point de passer un niveau supérieur, eh bien, on va vous proposer cette option d'achat qui va vous permettre, par l'achat de lingots, qui est la monnaie du jeu, eh bien, ou d'avoir des munitions supplémentaires si vous n'en aviez plus, ou bien de changer de char, de disposer d'un char plus puissant qui va vous permettre de passer une étape dans le jeu et de faire de vous un joueur complètement satisfait qui va continuer de s'inscrire dans cette progression du joueur et sur la plateforme World of Tanks. Aujourd'hui, Wargaming va passer aussi sur l'analyse des réseaux sociaux pour pouvoir également faire une notation, un suivi de la marque et être dans le suivi de la e-réputation et organiser aussi des rencontres physiques entre joueurs en ayant segmenté, catégorisé plus finement les différents joueurs et proposer, donc continuer de proposer des choses attractives aux joueurs au bon moment. Et par le push de ces offres, de ces options d'achat au bon moment et au bon joueur, Wargaming a augmenté de 62% son chiffre d'affaires, donc un résultat qui est assez significatif. Et là, on parle de gros volumes puisqu'on est sur des clusters de 750 Tera, puisque toute la progression est analysée très finement. Un autre exemple dans le domaine bancaire cette fois-ci, la CaixaBank, qui avait en fait un besoin de mise en place d'un projet réglementaire, un data warehouse réglementaire pour être en conformité avec les réglementations BAL 3, a profité de ce projet pour créer de l'innovation et compléter ce data warehouse réglementaire d'un logical data warehouse avec un data lake qui lui permet de collecter plus d'informations sur son client, savoir ce que fait le client sur le site internet, savoir ce que dit le client sur les réseaux sociaux de la banque et donc doter ainsi les forces commerciales d'une meilleure vision client, avoir également la possibilité de mettre en place des mécanismes de prévention de fraude et fournir aussi des options d'achat ou des options de proposition de produits complémentaires aux clients, donc au bon moment et à la bonne personne. Donc un projet qui s'est déployé il y a 3 ans aujourd'hui, qui s'est mis en place par un use case de réglementaire auquel on a ajouté la connaissance client. Et aujourd'hui, sur cette plateforme All Data Management, on pourrait l'appeler une plateforme de gestion de toutes les données, puisqu'on a à la fois le data warehouse et le data lake. Aujourd'hui, la Caixa en est à son 100e projet déployé sur cette plateforme parce que de nouveaux cas d'usage apparaissent et donc permettent avec agilité et ouverture de déployer des nouveaux projets. Alors,
Le webcast va bientôt toucher à sa fin. On vous propose ici des liens si vous voulez aller chercher des compléments d'informations sur à la fois les offres disponibles dans le cloud, sur les offres globales, big data, par thématique, par métier. Et si vous voulez aller affiner les recherches sur ce que nos clients ont fait, vous avez sur cette diapositive le lien qui vous permet d'aller voir toutes les références publiques Big Data qui existent. C'est assez intéressant. Vous allez retrouver notamment la Caixa, vous allez retrouver Wargaming, vous allez retrouver Randstad. Sur Wargaming, vous aurez une petite vidéo qui est très sympathique à regarder avec le responsable analytique de la société qui explique le projet qui a été déployé. Donc pour déployer ce projet, on vous propose d'avancer ensemble. Quelle est votre maturité? Avez-vous déjà fait de l'expérimentation sur vos projets? Avez-vous déjà industrialisé? On est à votre disposition pour en discuter. Si vous êtes en mode découverte, eh bien, on peut réfléchir avec vous sur vos cas d'usage, sur vos sources de données et vous proposer un accompagnement au travers de workshops ou d'ateliers pour définir avec vous quelle est la meilleure architecture à mettre en place et vous démontrer la valeur de ces solutions Big Data. Et on est prêt à travailler avec vous, à la fois avec l'IT, parce que vous avez vu l'innovation qu'a créée Oracle avec Big Data SQL, mais également avec les métiers, pour leur montrer l'innovation de Big Data Discovery qui peut les aider dans ces différentes solutions. Donc, on est à votre disposition avec Patrick pour répondre à vos questions que vous pouvez nous soumettre par l'interface de saisie des questions et des réponses. Donc n'hésitez pas à soumettre vos questions au travers de cette interface de questions-réponses. Vous pouvez accéder au travers l'interface de connexion de ce webcast. Alors, il y a une première question qui nous est posée. Qui concerne l'accès unifié des données, donc le Big Data SQL, est-ce qu'il nécessite Exadata? Alors, c'est facile à répondre à cette question. Quand on a commencé ce produit tout au début, on avait besoin effectivement d'avoir les ingénieurs système, c'est-à-dire et un Exadata d'un côté et une Big Data Appliance de l'autre. Alors, c'était pour des raisons techniques qui depuis ont été levées et donc le produit évolue. Aujourd'hui, il est possible effectivement de continuer à utiliser ces ingénieurs système, mais également de travailler sur du commodity hardware. Donc, c'est la possibilité de travailler avec un cluster Hadoop qui soit Hortonworks ou Cloudera, et avec une database 12C qui soit sur une plateforme x86 standard. Et ça fonctionne très bien. Et on va même pousser encore plus loin, ça va pouvoir bien entendu mixer aussi des environnements ingénieurs système, que ce soit côté Hadoop ou côté database, avec du commodity hardware de l'autre côté. Donc on pourra faire toutes les configurations possibles et cette contrainte qui existait n'existe plus aujourd'hui. Donc ça c'est vraiment bien parce que pour accéder à la fois aux données chaudes, aux données froides, quelles que soient les technologies, on est capable de fournir cette solution à nos clients. Oui, tout à fait. Très bien. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Justement, on a une deuxième question qui arrive. Quels sont les profils d'utilisateurs pour la découverte des données? Donc effectivement, on en a parlé tout à l'heure. Cette solution de Big Data Discovery, puisque c'est, je pense, de ça dont on parle, répond à la fois à l'aide que l'on peut apporter aux utilisateurs métiers, et donc là, des utilisateurs de type data analyst, de type responsable de domaine, pour aller affiner et confirmer des intuitions que l'on a sur les données. Mais également, comme l'a souligné très justement Patrick, c'est également un outil qui permet d'aider le data scientist dans ce monde Hadoop où on peut avoir des gros volumes de données et donc la mise au point d'un modèle statistique mathématique sur un gros volume de données est intéressant pour confirmer le modèle qui a été identifié et qui souhaite être déployé. Et par ailleurs, la plateforme, elle permet, en plus de répondre à des besoins de chacun de ses utilisateurs, d'un côté le data scientist, mais de l'autre côté aussi l'utilisateur métier,
c'est que cette plateforme, elle permet aussi de faire dialoguer ensemble ces différentes personnes pour être bien en phase sur les besoins des uns et des autres et sur l'innovation qui va pouvoir être créée à partir de l'analyse de ces big data. Alors, on a une question. Pour adresser du Hadoop, quel est le licensing à prévoir côté Oracle si on part d'une base de données Oracle? Donc là, je pense qu'on parle de Big Data SQL. Le mode de licensing de Big Data SQL, il est lié au disque du cluster Hadoop. Donc en fait, on a une tarification au cluster Hadoop et qui va prendre en compte la taille des disques du cluster Hadoop. Exactement, c'est basé sur le nombre de disques qui supportent de la donnée HDFS, donc Hadoop, et tous les métriques sont faits de ce côté-là. Ce qu'il faut juste retenir aussi par rapport à ça, c'est qu'on peut brancher plusieurs bases de données sur un même cluster Hadoop, et on n'a pas de limite de ce côté-là, et ça ne change rien à la métrique, à la façon de licencier. Alors, une autre question, est-ce qu'il y a besoin de passer par un cloud externe à l'entreprise? Alors, on pourra préciser la question, mais enfin moi, ma compréhension, c'est est-ce qu'on peut stocker, enfin, est-ce qu'on peut mettre en place, donc par exemple du Big Data SQL sur des machines qui sont hébergées chez soi? La réponse est oui. Que ce soit pour Big Data Discovery, il est possible également de l'implémenter dans notre cloud, mais aussi dans vos serveurs, dans votre data center. Donc, il faudra préciser un peu la question, mais nos solutions, généralement, ne sont pas exclusives sur le cloud, mais sont souvent mises en place également dans des solutions on-premise telles qu'on le faisait historiquement. Pour certains produits, ça nécessitera d'avoir une technologie de type cloud, mais comme l'a présenté Olivia, s'il y a des contraintes en fait en termes de stockage de la donnée où les données doivent rester dans vos data centers, on peut effectivement mettre en place ces services-là dans vos data centers, mais avec un mode de souscription de type cloud. Donc ça, on pourra effectivement par la suite revenir vers vous pour avoir plus de détails sur ces questions. Mais voilà, l'idée c'est qu'on peut vraiment, on est assez flexible sur la façon dont on va pouvoir implémenter ce type de solution. Une dernière question vient d'arriver. Eh bien, écoutez, on nous demande que proposez-vous pour la gouvernance des données? Alors, on en a un peu parlé tout à l'heure quand on a évoqué la partie collecte des données sur ces possibilités d'avoir l'utilisation des outils historiques d'Oracle comme Oracle Golden Gate ou Oracle Data Integrator qui ont évolué eux aussi pour prendre en compte ces nouvelles données et donc ces clusters Big Data, qu'ils soient Cloudera ou Hortonworks. Et ça me permet de faire une transition avec mon dernier transparent. Et sur cette gouvernance des données, en plus de Golden Gate et d'Oracle Data Integrator, nous avons une solution de data préparation qui permet donc de préparer les données, raffiner les données en quelques clics. L'outil va également reconnaître des typologies de fichiers qui ont déjà été traités auparavant et réappliquer des processus intéressants pour préparer ces données. Et ce sera justement l'objet d'un prochain webcast qui aura lieu le 15 décembre sur ce sujet à 11 heures. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à ce programme-là pour discuter gouvernance des données. Le webcast touche à sa fin. Nous vous remercions pour votre participation active avec vos nombreuses questions. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez le souhait de continuer cette discussion avec nous.
et nous vous souhaitons une excellente fin de journée. À très bientôt. Merci, merci. Au revoir à tous. Au revoir.